Bon. Y a-tu quelque chose de plus difficile dans le monde du jeu que d'adapter un livre, un film, un jeu vidéo en jeu de société? Souvent, c'est pas heureux. Mais je pense que c'est dans l'art en soi, c'est difficile d'adapter quelque chose d'autre. C'est de faire d'un film, d'un livre, on va toujours dire que le livre est meilleur. Même chose au niveau du jeu de société. Mais là, aujourd'hui, on vient vous montrer la crème de ce qu'on a découvert étant les meilleures adaptations de jeux, films, séries, livres en jeu de société. Alors, en 10e position, on fait ça? Ouais! C'est-tu le moment? Yes! Let's do this! Alors, Stardew Valley, en 10e position. Puis on veut dire bonjour à Doyon. Parce qu'on sait que Doyon, c'était son gros coup de cœur. C'est pour ça qu'il est dans ce top aujourd'hui. Mais comme Doyon n'est pas là aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est en 10e place. Il n'a pas pu se battre. Il n'a pas pu pour que ça se hisse. Non, on fait Stardew Valley pour tous ceux qui ont déjà joué au jeu vidéo. Un jeu où est-ce qu'on va devoir réaliser des missions, avoir des amitiés, créer notre petit jardin, aller dans une grotte pour aller ramasser des artefacts, des trucs le fun. C'est un jeu presque infini. Un jeu qu'on peut prendre tellement d'heures dessus qu'on peut... J'ai dit prendre, mais j'aurais pu dire perdre aussi. Là. Un beau petit jeu de gestion dans lequel on retrouve tous les éléments qui nous plaisent dans le jeu vidéo original. Ouais. La seule chose qui diffère ici, c'est qu'il y a un gagnant ou on perd. Tu comprends? À la fin de la partie, coopérativement, soit... Mais ça, il n'y a pas un gagnant. On est gagnant ou on est perdant. Mais il n'y a pas ça dans le jeu vidéo. Mais reste que vous pouvez juste apprécier l'expérience coopérative puis faire votre projet de votre côté. Puis, hey, si vous voulez juste dire comme, hey, on gagne pareil parce qu'on a eu l'amitié puis nos légumes en cours de route, c'est libre à vous. En 9e position! On ne peut pas passer à côté présentement. C'est la série de l'heure. L'engouement est à son comble et l'engouement est aussi à son comble au niveau de ce magnifique jeu d'identité cachée. D'une certaine façon, parce que tu vas pouvoir être un enfant de la série, mais aussi être le démon qui rentre en lui. C'est amusant parce que c'est le genre d'identité cachée où il y a aussi une petite gestion de cartes. Donc, au départ, il y a un traître, ou plusieurs si vous jouez à plus, mais il y a un traître, un joueur qui est possédé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des cartes tout au long de la partie. Fait qu'on va tourner des cartes, on va s'attribuer des cartes. Et il y a des cartes flageoleurs mentaux. Et dès que vous avez 3 cartes flageoleurs, vous aussi, vous devenez possédé. Mais là, vous le dites pas! Vous avez ça dans votre main, puis vous êtes comme genre... Tout va bien, les amis. Je suis un petit enfant normal. Veux-tu une carte, mon ami? Et là, tu veux, pour les posséder, donner des cartes flageoleurs aux autres. Et pour les autres, tu veux donner des cartes coup dur pour les mettre hors jeu. Péter. Exactement. Puis au niveau de l'adaptation, je trouve que ça représente excessivement bien la saison 3, où est-ce qu'on est là avec Billy, qui justement était pas... Regarde, je veux pas trop vous en dire des punchs. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, si vous êtes à la saison 3, on est rendu à la saison 4, là. Arrivé en ville, là. Ben oui. En 8e position, on se retrouve, mes chers amis, avec... Pensez que vous le saviez. En 8e place, on se retrouve devant un jeu de Stonemaier Games. Il s'agit de Red Rising. Ouais, inspiré quand même d'un roman, science-fiction. Peut-être d'une future série qui était censée se faire en 2021. Septembre 2021, en pourparlers. Pour l'instant, on l'attend toujours. C'est un univers, une dystopie futuriste dans lequel l'humanité a été reclassée dans un lot de classes sociales de couleurs. Les jaunes, les rouges, les bleus. Tu deviens ultra spécialisé dans un aspect de la vie, tu sais, que ce soit la politique ou être un soldat capitaine de bateau, pas de bateau, mais de vaisseau spatial. Un bateau volant. Tu sais comment c'est, là, ben un bateau spatial non identifié. Puis, ce qui est bien dans l'adaptation de Red Rising, c'est que c'est un jeu de cartes où ce que tu vas faire des collections, des lots de cartes, des combos de cartes. Et dépendamment dans quelle carte tu t'investis, c'est plein de mini-games. Donc, les jeux, les cartes politiques, ben, tu vas vouloir avoir des placements dans l'espèce de congrès politique, tu sais. Fait que ça va être un espèce de jeu de majorité. Les cartes dorées, l'élite, eux autres, ils veulent trouver un partenaire en particulier. Fait que là, ces cartes vont faire plus de points si tel personnage est aussi dans ta main. C'est vraiment malin. Placement de cartes, collection de cartes. Plein de cartes. 7e position. Lucky 7. Il s'agit de Dune Imperium. Eh oui, on peut pas passer à côté de Dune Imperium. Qui a gagné quand même, hein? L'As d'or initié. Donc, premier du nom. Ouais, donc c'est une adaptation du livre, mais j'oserais dire que quand même, à cause des illustrations puis tout ça, on adapte plus un peu le film de Denis Villeneuve. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Timothée Chalamet dans la boîte? Parce qu'il y a Timothée Chalamet dans la boîte. Mais c'est... Oui, quand même, on est dans une espèce de jeu qui a une mécanique vraiment intéressante.
deck building, placement d'ouvriers, mais tu peux pas placer tes ouvriers à moins d'avoir une carte qui te permet d'aller placer un ouvrier à cet endroit-là. C'est vraiment un bon jeu qui a les défauts des deck building. Je pense que ce qui est vraiment chouette, c'est que ça nous plonge sur cette planète-là. Il y a tous les emplacements, il y a les factions, il y a les cartes avec les personnages des films. Tu peux avoir une carte avec un gros verre, des sables! En 6e place, Oui. on se lance dans un jeu viking qui s'appelle Nordgard. J'avais joué au jeu vidéo qui est un peu un Age of Empire. On va devoir explorer, détruire les cités ennemies. Mais là, on arrive avec une version de Studio H qui sort tout juste, là, tout frais, tout neuf, qui est un jeu fort synthétisé. Ils ont synthétisé pas mal toute cette idée-là du jeu vidéo. C'est pas le gros jeu qui va te prendre 4 heures à jouer. Là. Exactement, c'est un jeu d'une heure, 1 heure et demie. Il va y avoir tout ce qu'on a aimé du jeu, donc dans le fond, de créer des vikings, d'aller attaquer les autres, mais en même temps de faire des points de renommée si on contrôle bien des petits territoires. Mais c'est un deck building. Ah Oui, oui! c'est surtout un deck building très très simple parce qu'on a quelques cartes en main. Là, je me rappelle plus du nombre de cartes qu'on a en main au début. Mais à chaque fois qu'on finit un tour, soit qu'on fait les actions qu'il y a dans nos mains, ou soit qu'on passe et on prend une des 4 cartes puissantes quand même, je vais vous le dire, puissante, qui est au tour, qui va peut-être nous donner 2 vikings au prochain, ou pouvoir donner 2 vikings puis attaquer en même temps. Fait qu'il y a vraiment des trucs super le fun. Alors, en 5e position, on est rendu à Anno 1800, un super jeu de société qu'on a joué ensemble, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Moi, au niveau de l'adaptation, je sais pas, parce que je connais pas le background de ça. Fait que toi, mettons... Mais j'ai regardé des vidéos, j'ai pas pu y jouer parce que j'ai un Mac, puis ils n'ont pas sorti le jeu sur Mac, juste sur PC. Mais c'est un jeu d'exploration où on va devoir aller... détruire un bout d'île pour pouvoir construire plein d'affaires. Là. Complètement. C'est un peu ça. Anno 1800 aussi, on a notre endroit tout vierge qu'on va créer des buildings. L'adaptation de ça est vraiment superbe, simple, efficace, qui joue très bien en gang. Peut-être un moment donné, Marc-Antoine dirait que c'est un peu lent et longuet. Moi, je dirais que c'est excessivement excitant. Oui, puis c'est tu sais, c'est pas parce que c'est layback que c'est, tu sais, j'aime ça me voir, mettons, ce qui se déploie devant moi de façon très décontractée, puis d'échanger mes trucs. Puis aussi, ce qu'on aime vraiment beaucoup de jeu-là, c'est le fait de profiter des ressources de l'autre personne, puis que ce soit un donnant-donnant. Exactement. De sentir que moi, mettons, vous avez beaucoup de bière, mais vous n'avez pas de vitre pour vous faire des verres de bière. Mais moi, je vais aller chercher de la vitre, puis vous allez beaucoup venir me donner de l'argent, me donner des actions. Ça, c'est très bien dans le jeu. C'est un excellent jeu. C'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, une bonne adaptation aussi, c'est super, mais il faut aussi que ce soit un sacré bon jeu. Oui, puis là, Martin Wallace a fait quelque chose qui était vraiment très complet. Ah ouais. Oui. Oh. En 4e place, un jeu qui vous rendra peut-être pas le sourire aux lèvres, mais qui est une maudite bonne adaptation du jeu vidéo This War of Mine. Ouais, déprimant un peu quand même. Hein? Surtout ces temps-ci, c'est encore plus déprimant. On incarne des civils dans une situation de guerre. Donc, on dit jamais quel est le pays dans lequel on se trouve, mais on peut imaginer tout un lot de situations actuelles et anciennes dans lesquelles on peut essayer de survivre. C'est un jeu coopératif. Fait qu'on travaille tous ensemble pour essayer de gérer sa petite famille, ses petits collègues qui sont retrouvés dans un appartement en ruine. Fait qu'on va essayer d'améliorer notre abri. Et il y a un livre narratif. C'est un petit livret dans lequel tu t'en vas dans un endroit et c'est dit « OK, ben lisez le 720 ». Fait comme 720. Alors, il y a des bruits qui sortent de cette ruine et quelqu'un crie « Au secours, aidez-moi ». Là, t'es comme « Que faites-vous? Allez-vous l'aider ou rentrez-vous chez vous en ignorant cette... » Parce que si tu l'aides, c'est une bouche de plus à nourrir. Mais si tu l'aides pas, ton moral va descendre parce que tu amènes quelqu'un à la mort, dans une mort certaine. Fait que c'est des gros choix. C'est des choix là, éthiques qu'il faut faire à chacun des tours. Puis ça rend la game vraiment intéressante, mais peut-être un petit peu triste par moment, on a l'impression. C'est pas Jojo, mais c'est quand même des parties de 3, 4 heures, 5 heures et plus. Tu peux sauvegarder. Faire des pauses, oui, respirer, aller jouer à Marelle dehors puis revenir. Oui! Mais quand même, il y a quelque chose quand même de vraiment très audacieux de produire cette thématique-là, cette vision du monde. Puis je pense que les créateurs, leur intention, c'était aussi un peu d'amener les gens à réfléchir au-delà de, oui, les jeux de guerre. On incarne toujours les soldats glorieux qui vont gagner du pouvoir, gagner de l'influence, puis être donc bien cool de massacrer du monde. Là, c'est tout le contraire. Puis ça, je trouve ça intéressant. On tombe dans quelque chose d'un petit peu plus ludique. Fun et fun. 3e place, fun et fun. Moi, je suis un gros fan de ce jeu vidéo-là. Il s'appelle
Cuphead est le jeu de société. Et vraiment très cool, c'est un jeu de dice, fast dice rolling. Fait que, Temps réel, là? un jeu où on va avoir, si on joue en mode facile, 20 secondes pour brasser nos dés et les assigner à un méchant pour essayer d'y donner des grands coups de poing sur la gueule, mais d'éviter les siens. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça peut aussi aller en mode médium, soit 15 secondes ou 10 secondes en mode difficile. C'est un jeu où il y a plusieurs boîtes, il y a 8 boîtes, donc 8 boss différents. Si vous avez joué au jeu, c'est vraiment les boss du jeu qu'on retrouve. Le gros oignon, la grosse carotte, toute la gang, on les voit. Non, mais c'est super, effectivement, de retrouver ça puis de revivre l'expérience, mais en ayant un contrôle différent par rapport aux dés puis laisser le hasard faire les choses, c'est super. T'as l'impression que les dés, c'est comme si c'était les pitons de ta manette. Exact. Fait que tu veux faire comme, parce que t'as des commandes là, pour battre le boss, faut que tu cours, après ça, faut que tu sautes, après ça, faut que tu tires dessus. Faut que tu fasses des piou-piou, exact. Mais moi, j'ai joué 2 boîtes hier soir, là, puis pour vrai, j'étais épuisé comme quand je suis épuisé de jouer à Cuphead. Puis en plus, je viens de prendre l'extension, fait que je sais exactement de quoi je parle. J'ai battu 2 boss à Cuphead l'extension, puis il a fallu que je prenne une pause. Parce que c'est tellement épuisant. En deuxième place, c'est un jeu que ton chum a vraiment poussé pour que ça soit là. Il ne fait même pas partie d'Etu Game, mais il y a une influence sur nous. Ben c'est comme par alliance, hein. Fait que War of the Ring, la grosse boîte est chez nous depuis je sais pas combien d'années. Et mon chum encense ça. Puis il y a quoi? 204 figurines dans cette boîte-là? Ouais, à peu près. Puis toi, mettons, quand t'as joué, comment tu t'es senti vis-à-vis de ce jeu-là, mettons? Ben, c'est sûr que ce qui est génial là-dedans, c'est que on réincarne toute la trilogie de livres. Oui. Du début à la fin, donc c'est asymétrique, 2 joueurs. Un joueur qui incarne les méchants, un joueur qui incarne les gentils. c'est un peu, hein, c'est ça aussi, Tolkien, hein, c'est les bons et les méchants, mais c'est plus que ça, Capotez pas, Revenez! Revenez! Mais donc, le joueur méchant, il a quasiment les 234 figurines sur la carte. Il contrôle quasiment tout, puis il doit dévaster les villes libres de la Terre du Milieu. Et le joueur gentil, lui, il doit survivre le temps que la communauté aille porter l'anneau dans la montagne du destin. Alors, en première position, oui, vous avez vu mon personnage, hein? Je suis Spider-Man parce que le premier de nos adaptations préférées, c'est Marvel Champions. Ah ouais, mais c'est le champion des jeux de cartes évolutifs, en fait. Oui. Ben, à part Arkham Horror, bien sûr, tout le monde le sait. Mais, tu sais, ça adapte tellement bien Marvel, la franchise, les héros qu'on aime puis qu'on a le goût d'incarner, tu sais. Puis en plus, c'est que s'il y en a qui sont pas dans la boîte de base, ben il y a des extensions pour chacun d'eux. Fait que si t'as envie d'être, je sais pas, un She-Hulk... Tu l'as! Non, regarde! Ils les ont toutes, puis là, ils ont sorti même des grosses boîtes d'extensions avec des thématiques de franchise. Fait qu'il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Miles Morales pour faire d'autres Spider-Man. Tu sais, c'est excellent. Puis ça te ramène plein de méchants qui ont toutes leur personnalité. Puis c'est ce qui est le génie du jeu, c'est que tu as vraiment l'impression, quand tu incarnes Spider-Man, que ton deck, c'est un deck qui pense à c'est quoi l'expérience être Spider-Man. Donc, d'éviter du dégât, de rire à la face du danger, puis de trouver le moment où frapper. Quand t'es Hulk, t'es une machine inarrêtable. Ouais. C'est vraiment ça qui est le fun. C'est que le deck building a vraiment réfléchi à l'expérience de chacun de ces personnages-là. Puis c'est coopératif. Oui, ça, j'allais dire. C'est ça, parce que tu te pètes pas à gueule avec tes amis. Parce que des fois, dans ce genre de jeu-là, ce qui devient difficile, c'est que tu fais des petits combats pour péter la gueule au monde autour de toi. Puis des fois, ça peut être fâchant parce que quand tu arrives sur une bonne suite de cartes, puis que c'est contre quelqu'un, la personne se sent un peu attaquée, puis c'est correct. Mais là, c'est que c'est personne qui peut le prendre personnel, c'est juste les vilains qu'on pète. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Et il y a aussi l'idée que notre carte, on peut être soit l'alter ego ou on peut être le super héros. Donc l'alter ego va être au moment où est-ce qu'on veut se guérir. Mais ça, c'est du temps qu'on prend pour nous. Fait que pendant ce temps-là, le skincare, un bon skincare pour les super-héros. Mais pendant ce temps-là, les méchants, eux autres, ils vont se multiplier, tu sais, il y a comme plein d'affaires où est-ce que tu vas pouvoir après ça les rattaquer plus fort, mais ils vont en avoir plus. Fait que toutes tes décisions que tu prends en équipe, je me sens vraiment comme dans un Battlefield de Marvel, là, où est-ce qu'on est dans le MCU de Marvel. Genre, mettons, le troisième cycle, peut-être, ou la troisième phase. Là. Oui, exactement. Juste avant que ça dérape, là. Avant qu'il claque puis que ça bug toute la série. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des meilleurs jeux d'adaptation.
Pour vrai, on serait vraiment curieux de vous lire. Vous, c'est quoi vos adaptations préférées Internet? Soit de livres, de films, de jeux vidéo. De jeux de société, la meilleure En adaptation de jeux de société en jeux de société. Oui! Ça serait fou! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.